Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 413e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Gabriel Filto-Shiba pour son roman, pour son ouvrage. On sait pas véritablement si c'est un roman, on en reparlera tout à l'heure. Louvre en juillet aux éditions de Paysages. Et Amaury Le Villayer, qui est un habitué de ces rencontres depuis déjà au moins 4 5 ans, avec qui on avait découvert Michel Jean et tant d'autres auteurs autochtones. Alors, je suis ravi de vous retrouver parce que, Gabriel, ça fait longtemps qu'on vous suit, forcément. Vous avez fait une apparition fracassante en France il y a déjà quelques années. J'aimerais d'abord, parce que vous avez un nouveau rôle dans la maison d'édition, vous êtes directrice de la collection euh, qui vient de se créer, la Animal. collection Animale, voilà, à Je t'en prie. côté de la collection Talisman, à côté de l'Entaille d'Orphée et de Sous l'écorce. Donc là, il y a une nouvelle collection qui se lance et c'est vous qui en êtes la directrice. On va en savoir sûrement un petit peu plus tout à l'heure. D'abord, j'aimerais demander à Amaury et à Gabriel cette nouvelle collaboration, comment s'est-elle effectuée? Quelle envie particulière de créer cette collection qui est une sorte de répondre finalement à l'appel du sauvage et notamment avec des plumes totalement féminines. Ah, mais je vais briser la glace. Bonsoir tout le monde. Pour moi, c'est l'après-midi. Ici, j'arrive d'une belle randonnée dans une petite rue pas loin de chez moi, l'impasse des ours. J'ai pas croisé d'ours, mais j'ai vu des traces de loups, des traces de chevreuils, de dindons sauvages. Alors moi, j'ai une approche très, on va dire, naturaliste à mon écriture. Je pense que je suis d'abord et avant tout une humaine qui vit dans la forêt, puis qui est ensuite très habité par ces histoires-là de rencontres animales, de rencontres humaines aussi. L'envie de travailler avec Amaury, c'est né de notre amour pour les chiens loups aussi, les chiens de traîneau. On s'est rencontrés au Festival America il y a quelques années, puis on avait échangé, puis moi j'étais très touchée de savoir qu'il y avait une maison d'édition qui œuvrait à faire connaître des voix autochtones d'Amérique du Nord. C'était des autrices, des auteurs que je lisais déjà dans les éditions québécoises de leurs textes ou canadiennes, et j'ai trouvé que c'était vraiment un formidable travail que faisaient des paysages. Et évidemment, n'étant pas moi-même autochtone, en tout cas, j'ai un peu de sang indien comme tous les Québécois, les Canadiens, on en a dans nos veines, mais j'avais pas la prétention de pouvoir publier chez des paysages. Bon, on a eu l'idée de démarrer une collection animale, donc animale au féminin pluriel, pour créer un espace de création pour les femmes, pour les plumes féminines, pour les aventurières, pour toutes sortes de récits qui manquent en littérature. Je ne sais pas si Amaury t'aimerais ajouter quelque chose. Mais en fait, t'as déjà, ce qui est bien, c'est que tu as déjà évidemment dit l'essentiel, et puis en prenant aussi la main là-dessus, parce que quand on crée cette collection, l'idée c'était effectivement aussi de pouvoir la confier à quelqu'un en qui pour nous, en tout cas pour nous, représentait énormément dans cette littérature du Québec. Mais le lien avec la littérature autochtone, tu l'as dit, il était pour nous assez cohérent. Elle est l'autrice sans doute la plus lue. D'après moi, mes autrices et mes auteurs, ils connaissent et elles connaissent tout Gabriel. Et Gabriel les lit aussi. Donc il y a forcément une grande cohérence. Et l'idée de confier une collection aussi à finalement une écrivaine québécoise, c'était une façon de montrer que, entre autres aussi, que bien sûr la langue du Québec a toute sa place dans l'univers francophone et notamment dans l'univers français. Ça, c'était aussi très important. Euh, on s'est dit que c'était sans doute la première fois que ça arrivait dans l'histoire, en tout cas récente, de l'édition, qu'une écrivaine prenne la tête d'une collection en France, dans une maison d'édition française. Il y a bien eu déjà des transferts, mais d'éditeurs, d'éditrices, mais rien d'officiel et de ce genre. Et je trouve que c'était aussi l'un des enjeux de la collection, et bien sûr aussi le fait de l'assumer au féminin, et que tu prennes toi la parole et que tu la décrives. Moi, ça me va très bien parce que le but, c'est de fournir en fait à Gabriel quelque part la logistique, le support, notre notoriété, acquise évidemment grâce notamment à la collection Talisman, et derrière ça, qu'elle puisse faire école. Et c'était ça pour nous aussi. Alors ensuite, comment c'est né? Gabriel l'a dit. Comment ça va continuer? Je pense que là encore, c'est le travail d'éditeur et d'éditrice. On va travailler ensemble quand elle va être, c'est déjà un peu le cas, dépassée par les manuscrits qui peuvent arriver. Mais sinon, vraiment, moi, je m'efface derrière une directrice de collection dans le sens où c'est pas du tout un contrat fantôme qu'on a. C'est elle qui doit s'occuper vraiment de ça, du développement, avec un certain nombre de titres à terme à fournir par an, en étant évidemment intéressée au sens strict du terme. Donc, il y a véritablement cette démarche
d'officialiser les choses, de faire les choses très professionnellement. Et puis, bah, pour l'instant, je trouve qu'effectivement, par rapport à Louvain-Juillet, la réception des libraires, ça a déjà été c'est déjà quelque part une réussite. Tout le monde est en attente, bien sûr, de la suite. Mais comme on vous le dira, on prendra le temps pour de faire les choses au mieux. Donc voilà, un petit peu pour resituer. Très bien. Alors justement, la suite, on va en parler rapidement pour justement ensuite se consacrer à Louvain-Juillet, mais quelle est la finalité de cette collection-là? Est-ce que c'est faire parler des nouvelles autrices qui ne sont pas issues du catalogue des paysages? Est-ce qu'au contraire, vous allez piocher dans les autrices qui sont déjà présentes, qu'on a déjà reçues ici? Je pense à Maya Cousino-Molène, je pense à Natacha Canapé-Fontaine, à J.D. Kurtness. Est-ce que il y a cette volonté-là de, aussi de faire des liens entre les collections? Ou au contraire, l'idée est de s'en départir et de créer encore quelque chose de nouveau. Alors, Moi, ouais, je devrais juste te dire pour que tu aies la main ensuite, c'est qu'effectivement, il y aura la possibilité d'aller dans le catalogue, mais bien sûr de l'étendre bien plus que ça. J'en ai déjà parlé très vite lorsqu'il y a eu le lancement de la collection. J'en ai tout de suite parlé évidemment à Natacha, à Maya ou autres, qui ont gardé ça dans un coin de leur tête, et je pense qu'elles attendent de voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est comme beaucoup d'autrices un petit peu plus confirmé. Et je crois aussi que ça, c'est mon impression, mais il y a le fait que Gabrielle en tant que directrice, mais c'est aussi Gabrielle en tant qu'autrice, c'est une autrice impressionnante. Donc il va falloir que les autres autrices, bah, tout simplement, n'aient pas peur de ce défi-là, de ce challenge, de se placer dans ses pas aussi. Et ça va être tout aussi tout l'enjeu. Mais on pourra aller voir bien sûr les autrices autochtones, parce que pour le coup, beaucoup aussi d'entre elles ont un lien très très spécial avec le monde animal. Donc voilà. Après, le reste, ça moi, regarde Gabrielle. je vois la collection vraiment comme un bestiaire, hein, même comme une constellation. Moi, j'ouvre le bal, j'ai le premier texte, une histoire de chienne louve. Mais j'ai très envie d'entendre et de publier des voix nouvelles, des femmes, des écrivaines de la relève, mais aussi des voix très établies, des écrivaines qu'on aime, écoféministes, féministes, des anthropologues. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est le rapport à la vie animale qui est, je crois, différent chez les femmes. Donc, c'est une invitation assez vaste. J'ai reçu beaucoup de manuscrits, là, j'en lis chaque semaine quelques-uns. C'est un énorme défi, en fait, de choisir, parce que, évidemment, on ne veut pas publier que des histoires de loups, il faut qu'il y ait une variété dans les textes. On a quelqu'un qui est en train d'écrire sur les baleines du Saint-Laurent. Donc, il y a ce souci-là aussi qu'il y a une variété faunique, pas seulement les voix, mais aussi c'est quoi les animaux qui vont être mis de l'avant. Très bien, c'est un super programme. On a hâte de découvrir la suite. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Louvain-Juillet, clairement. Et comme toujours, depuis quelques mois, je vais commencer par introduire finalement le texte de manière un petit peu différente, sans le résumer, parce que c'est peut-être un petit peu trop restrictif, puisqu'il y a dans Louvain-Juillet un été qui n'appartient qu'aux corps qui savent garder leurs blessures ouvertes. Un été qui n'est pas chaleur décorative, mais une matière brute, salie, sanctifiée. La narratrice y avance comme on suit une piste, en traçant des syllabes plutôt qu'en dressant des phrases. Sequoia, louve attachante, n'est pas seulement compagne, elle est mesure, contrepoint et seuil. On traverse des paysages qui tiennent lieu d'archives intimes. La géographie appelle les histoires et les révèle. Le désir y est à la fois lucide et sauvage. Il allume, il fend, il tient lieu de boussole. Il y a des fulgurances de violence qui n'effacent rien, mais qui réorganisent la perception. La langue de Gabriel Filtoshiba cisèle des évidences et les rend étranges à force d'attention. Lire ce livre, c'est accepter une écoute prolongée. Des silences, des respirations, des pas dans la neige. C'est recevoir une cartographie des affects où la filiation se lit comme une topographie fragile. Le territoire devient personnage, moral. Il interroge, protège et parfois trahit, car l'écriture de Gabriel tend vers la musique, motifs qui reviennent, refrains qui opèrent comme des éclats. Il y a une délicatesse politique, refuser la complaisance et nommer les oppressions sans les surligner. Ce récit tient à la fois du conte, du manifeste et du chant d'été qui nous colle à la peau. On sort de ces pages comme d'un bain froid, réveillé, moins sûr, infiniment attentif. Alors voici un livre qui parle de mémoire, d'espace, comme on parle d'un corps aimé,
avec précaution et urgence. Il fallait bien un été pour accueillir une louve. Ce livre en fait l'emblème. Bonsoir, Gabriel Fitoshiba. Euh, Pleurer. comment? Je vais pleurer, c'est trop beau. Merci. C'est gentil, merci. Est-ce que je peux garder ce texte, l'imprimer et le coller sur mon bureau pour les jours sombres? Vous m'en ferez un bel honneur. Merci. Alors justement, on va parler de cette louve, on va parler de ce mélange finalement entre vous. On a l'impression qu'il y a une fusion avec cet animal. Cette louve, c'est pas simplement un animal d'accompagnement, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est aussi pour vous la décision de faire de Sequoia une sorte de principe narratif plutôt qu'un simple motif qui va décorer. C'est ça que j'aimerais savoir comment finalement cette louve vous est finalement apparue en littérature, comment on arrive à la mêler autant à la fiction. Une bonne question. Je pense que ma réponse ça va être un peu décevante parce que pour moi, c'était quelque chose d'intuitif. J'ai tout simplement décrit cette chienne incroyable, cette âme incroyable que j'ai eu la chance de côtoyer pendant 12 ans. Euh, et je pense que ma grande carence affective, familiale, la grande absence de personnes significatives dans ma vie a fait qu'il y avait un espace qui était à occuper. Et quand j'ai adopté cette chienne, qui était destinée à une mort vraiment certaine parce qu'elle avait un souffle au cœur, elle était née dans un chenil de chien de traîneau où elle aurait pas pu euh, tirer des touristes sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, on lui destinait véritablement une balle dans le crâne. C'était comme ça que l'annonce initiale avait été placée dans le journal local. C'était deux chiots à adopter. Euh, qui sont hybrides, en fait, qui sont métissés. C'était une descendance compliquée avec une mère qui était, oui, une chienne de tête très, très respectée dans l'équipe de chiens de traîneau, mais le père était un coyote ou un loup, c'était pas trop certain, mais donc, il ne pouvait pas la garder. Et bon, je l'ai adoptée et j'ai grandi avec elle au début. Bon, c'était mon premier chien. J'avais toujours rêvé, enfant, d'avoir un animal un chien ou un chat, et donc ça m'était refusé par mes parents parce qu'on vivait à Montréal, puis c'était compliqué, il n'y avait pas le temps. Et donc j'ai appris à élever un chien comme ça, vraiment de manière autodidacte. Et tranquillement, à mesure qu'elle grandissait, ben, c'est elle qui est devenue la mère. C'est elle qui est devenue la protectrice. C'est elle qui s'est mise à m'apprendre des choses sur la nature, sur la forêt, sur vraiment ses intuitions au quotidien de se reposer dès qu'elle ressent la fatigue, de partir, explorer la forêt quand c'est la pleine lune parce qu'on n'a pas besoin de lampe torche, on voit tout. Donc, je me suis mis à explorer les environs vraiment avec le regard d'une chienne et sa disparition m'a tellement ébranlée. Je pense que ça a été c'est un deuil plus grand. Puis attention, ça va être assez choquant ce que je vais dire. Je pense que je vais souffrir moins quand mes parents vont me quitter parce que mes parents sont absents dans ma vie, mais cette chienne-là, elle a été 12 ans ma meilleure amie, tous les jours, à marcher des kilomètres ensemble, toutes les nuits à dormir ensemble. Euh, et donc, j'ai pas pu m'empêcher quand elle est disparue de vouloir immortaliser son histoire, puis à quel point je lui devais beaucoup. Parce que je pense aussi, si je suis devenue écrivaine, puis si j'habite en nature depuis une décennie, c'est aussi parce que j'ai choisi des lieux qui seraient agréables pour elle. C'est comme si j'ai choisi des maisons en forêt, des cabanes reculées, sachant qu'elle serait heureuse et donc moi aussi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'était vraiment comme c'est un récit très autobiographique. J'ai changé seulement un prénom dans l'histoire. Tout le reste est vrai. Et c'était même un exercice pour moi de mémoire et de mesure du réel, parce que je savais qu'avec le temps, je me mettrais à oublier ces grands jalons-là de notre vie commune, tous les lieux qu'on habitait ensemble, nos aventures comme nos mésaventures, toutes les fois où on a frôlé la mort ensemble, qu'on s'est mutuellement sauvé la vie. Alors, c'est important pour moi de le mettre sur papier. Vous dites même à la fin de l'ouvrage que c'est un tombeau littéraire.
Oui, puis même le titre, hein, Louvre en juillet, c'était bon, c'est assez émouvant et ben, triste, là, mais quand j'ai annoncé à Maury, donc mon éditeur et ami, le décès de ma chienne, euh, le nom, le titre du mail, le titre du courriel, c'était Louvre en juillet. Euh, Parce qu'on avait l'habitude de s'échanger des photos de nos chiens qui faisaient toutes sortes de promenades ou quand il était mignon, quand il avait fait des mauvais coups. Donc, ce titre-là, pour moi, c'était bon, c'était le titre du courriel, mais quand j'ai écrit Le tombeau littéraire, donc quand j'ai écrit cet hommage à sa vie, je ne savais pas comment le nommer. Je me dis peut-être que je peux appeler l'histoire Séquoia, tout simplement. Puis je savais que le titre était quelque part dans le texte. Puis c'est Amaury qui dit, ben on l'a déjà le titre, Gabriel, c'est vraiment, ça t'est venu tout seul parce que bon, elle est décédée fin juillet de l'année dernière. D'ailleurs, il me semble que vous mettez en avant, vous venez de le dire par rapport à vos parents absents, mais vous mettez quand même l'animal dans une échelle extrêmement élevée de votre intimité. Qu'est-ce que ça dit de l'homme, de l'être humain? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est affligé par ce qu'on voit au quotidien? Est-ce qu'il faut opposer les deux ou au contraire une sorte de complémentarité que j'ai l'impression que vous arrivez à mettre en place? Mais cet amour incandescent pour cette louve, pour les animaux en général, est-ce que ça met justement en opposition l'être humain et l'amour qu'on peut avoir pour une personne, quelqu'un de sa famille, un ami? Est-ce qu'il y a une véritable complémentarité ou au contraire quasiment une opposition? C'est une excellente question. Je pense que dans mon cas, c'était que j'avais un immense besoin de protection. J'ai grandi dans un univers très violent. Et donc, dans l'adolescence et dans ma jeune vingtaine, j'ai reproduit des schémas de violence. La violence familiale s'est transformée en violence conjugale. Et donc, ma vie a été une série de fuites, hein. J'ai été comme une nomade à partir de Montréal, aller vivre dans la forêt du Kamouraska. C'était aussi pour fuir des hommes qui ont été violents avec moi. Donc, pour avoir une chienne qui était à moitié sauvage, qui avait l'air d'un loup, d'un coyote. Pour moi, c'est une façon de me protéger des attaques futures. C'était bon, c'était une illusion parce que finalement, elle était très, très, très douce, puis elle aurait pas, je pense qu'elle aurait jamais blessé quiconque, mais peut-être si on m'avait attaqué physiquement, elle aurait probablement montré les dents. Mais je l'ai jamais entendue grogner, elle a jamais mordu personne, même si, bon, elle était à moitié coyote ou loup, je le saurais jamais. Euh, je pense que nous, les humains, on vit en ce moment dans une époque où on est très déconnecté de notre nature animale, hein. On oublie même on est des animaux, on fait partie du règne animal, on se place souvent au-dessus. Mais on a beaucoup à apprendre et beaucoup à donner aussi au contact des animaux. C'est important qu'on réinvestisse ce champ-là de notre existence. Je pense que on le vit un peu avec nos enfants quand ils sont tout petits. On les amène aux zoos, on les amène dans des centres de nature pour qu'ils voient des oiseaux ou pour qu'ils s'émerveillent. Puis on cultive ça dans l'enfance. Puis après, ben, tranquillement, ben, la vie adulte s'installe, le rythme est freiné, puis on s'éloigne de ces moments-là de bonheur, d'apprentissage et d'humilité. Parce que quand on observe la faune, souvent on se sent très, pour ne pas dire minable, au dépourvu, hein. On a l'impression que moi, par exemple, j'observais de ma cabane, donc dans mon petit espace chauffé relativement confortable, il faisait -40, -45 et je voyais des renards qui se doraient au soleil avec le vent dans la fourrure, puis ils étaient bien. Et je me suis dit, moi, avec le meilleur équipement du monde, j'arrive pas à vivre la même expérience. Donc, je trouvais ça amusant de comparer nos failles, nos manques. Euh, et je pense que le contact des animaux vraiment fait de nous de meilleures personnes. Et j'encourage ça, justement, le fait de publier une collection au féminin pluriel axée sur le contact avec la nature, c'est aussi pour qu'on entende ces histoires-là qui font du bien. C'est des histoires de guérison, mais aussi des histoires d'aventure, de découverte, de dépassement. Euh, Puis les animaux, souvent, sont nos guides, hein. Moi, si j'ai marché dans autant de forêts, si j'ai fait autant de randonnées,
c'est aussi parce que j'avais une chienne à mes côtés. Parfois, quand j'avais peur de me perdre, je disais à la maison, puis elle me ramenait à la voiture qui était à des kilomètres de là. Donc, je pouvais me fier sur elle et donc aller encore plus loin, dépasser ma propre peur. Euh, voilà. Vous dites même que à un moment du récit que c'est votre plus longue relation. C'est intéressant comme terme. Alors, c'est à la fois drôle et en même temps extrêmement mélancolique aussi, extrêmement dur. On a envie de vous protéger quand on lit ça aussi. Mais il y a cette manière de dire les choses d'une manière extrêmement lucide, extrêmement sobre. Et en même temps, à côté de ça, vous parlez de la relation, du remplacement de la figure paternelle. Vous parlez des policiers. Alors ça m'a interpellé. Les policiers incarnent tour à tour le père équilibré que je n'ai pas eu, le procureur de la couronne, lui, le grand frère dont j'ai toujours rêvé, celui qui aurait empêché tout ce qui se passe derrière ces portes intérieures qu'on ne peut fermer à clé. Alors ça, je pense que le public français va être surpris de voir, parce qu'on a un rapport très différent avec la police ici. Je ne sais pas, au Québec, vous allez peut-être nous en dire davantage, mais de voir un remplacement de figure paternelle par des policiers. J'ai trouvé ça extrêmement puissant, extrêmement surprenant aussi. Comment vous êtes arrivé à ce cheminement-là? Ah oui, c'est une belle question, puis je suis vraiment contente. C'est la première fois que j'ai la chance d'y répondre parce que effectivement, ben, nous aussi, on a une image des forces de l'ordre qui est très négative parce que dans les médias, on voit souvent des arrestations musclées sur les réseaux sociaux. Ce qui est beaucoup partagé, c'est des exemples de violences policières et il y en a certainement. Et moi, on va dire juste avant de déménager en forêt, j'avais aussi connu des violences policières intenses pendant la crise étudiante de 2012 qu'on a appelée le printemps érable, en écho au printemps arabe. Donc, au Québec, on avait des grandes manifestations qui visaient essentiellement à protéger les droits des étudiants, avoir accès à l'université. Et les jeunes qui étaient très pacifiques dans les rues se faisaient frapper, se faisaient lancer des douilles en caoutchouc. Il y a eu des jeunes qui ont perdu un œil, qui ont été arrestés. Bref, on a connu au Québec des violences policières qui, moi, m'avaient marqué dans ma jeune vingtaine. Et j'étais restée habitée par ce stéréotype ou cette exagération-là peut-être du métier de policier en étant euh, la figure de l'homme violent dans la société. Alors que c'est évidemment pas toujours le cas, c'est souvent des sauveurs de vie. Euh, et ayant malheureusement dû avoir recours aux forces de l'ordre dans un cas de violence conjugale auquel j'ai survécu, euh, j'ai rencontré des policiers tour à tour qui m'ont écouté parfois pendant 3, 4 heures avec patience, avec respect, avec écoute. On m'a cru, on a agi, on a pris les menaces de mort au sérieux. On a pris vraiment chaque détail de ma déposition comme des éléments de preuve et on m'a protégée pendant 3 ans. Donc, j'ai vécu ce moment-là de cocon et de contact avec le système judiciaire québécois qui s'est vraiment, on va dire, amélioré suite à beaucoup de féminicides aussi chez nous. Après la pandémie, il y a eu vraiment une recrudescence de la violence envers les femmes. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été assassinées par leurs conjoints et donc les pratiques ont changé. Ils interviennent de manière plus douce, plus rapide, et j'avais envie de souligner ça, que moi, mon rapport, mon regard surtout sur les policiers a changé parce que je considère qu'ils m'ont probablement sauvé la vie. Et maintenant, quand je suis sur la route, pour dire à quel point mon regard a changé. Habituellement, quand on roule en voiture, puis bon, on dépasse tous un peu la vitesse permise, mais quand on croise des policiers, on a toujours peur qu'ils nous arrêtent, qu'ils nous donnent une contravention, qu'ils fassent quelque chose qui nous coûte de l'argent ou qui nous enlève des points de bons citoyens. Donc maintenant, quand je vois un policier qui patrouille sur la route, j'ai un sourire. Je suis contente. Je suis contente de les voir. Je dis, ah, ils sont là, ils patrouillent, ils veillent sur nous. Et je pense que c'est vrai dans la très, très grande majorité des cas. Donc, pour moi, c'était une façon de- d'illustrer aussi le changement qui s'est opéré en moi. J'avais un préjugé défavorable à cause de mon militantisme étudiant. Euh, il y a beaucoup de très bons policiers qui sont des bons pères de famille et qui protègent des femmes comme moi.
Et vous parlez même de changement culturel au Québec, avec ce réseau d'entraide qui se tisse autour de vous. Justement, Oui. comment ça a évolué? C'est intéressant parce que avant-hier et hier, j'étais au Salon du Livre de l'Estrie, tout près d'ici, et on avait des tables rondes sur le féminisme et on parlait justement de ça, du changement dans la culture policière et judiciaire. Il y a eu au Québec des grands comités qui étaient, comme on dit chez nous, transpartisans et donc qui étaient issus des différents partis politiques. C'était des femmes qui étaient ministres ou députées et qui ont entendu les différents cas en fait, qui ont survolé des cas de féminicide récents et qui ont consulté des centres d'hébergement pour femmes, qui ont consulté des groupes féministes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer dans le processus judiciaire pour faire en sorte que la femme qui a été agressée ou blessée ou violée ne soit pas humiliée pendant son procès, ne soit pas contre-interrogée de manière très intimidante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter et favoriser le dépôt des plaintes? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur de vivre ce processus-là et qu'elles ont peur de confronter leur agresseur et d'être entourées de gens qui les regardent et qui émettent des jugements et qui vont même ensuite écrire des articles parfois mensongers. Et ce qui a changé, entre autres, là, ce que moi j'ai pu observer dans mon histoire personnelle, parce que bon, je connais pas tous les détails légaux, parce que c'est encore en train d'être mis en place, c'est qu'aujourd'hui, la victime n'a plus à témoigner devant le public. Elle peut le faire. Moi, on m'a demandé d'écrire un texte, donc j'ai écrit mon histoire. On m'a demandé aussi si je pouvais dessiner la façon, de quelle façon je me sentais. Et donc, j'ai dessiné une femme repliée sur elle-même avec toutes sortes de ronces autour d'elle. Et j'ai trouvé ça très intéressant que le processus créatif soit encouragé. On a aussi un programme fédéral qui, dans mon cas, me donne accès à une psychothérapie à vie gratuite. Donc, parce que j'ai été victime d'un crime, parce que je suis survivante, j'ai une psychothérapeute qui me suit pour le reste de mes jours. Ça, c'est extraordinaire parce que les policiers m'ont dit, et le procureur de la Couronne aussi, si on a décidé de faire ça, c'est aussi parce qu'on veut que tu te reconstruises et qu'on ne veut pas que tu revives des situations telles que celle-là. Maintenant, les policiers aussi peuvent entrer dans les domiciles et saisir les armes à feu sans mandat. Donc, dès qu'une femme est en danger, ils arrêtent la personne en question et ils rentrent dans le domicile et ils font une fouille vraiment très approfondie pour s'assurer qu'il n'y a aucune arme à feu, pour limiter les chances qu'ils puissent s'en user par après. Donc, il y a beaucoup de changements, mais c'est surtout un changement culturel, je pense, d'écoute, puis de concertation, que c'est vraiment un effort de société de dire il faut faire quelque chose pour protéger les femmes et les filles de, de situations de violence conjugale. Et même au-delà de ça, il y a 90% de plaintes qui sont, ou d'affaires qui sont totalement invisibilisées également, puisqu'elles sont souvent classées sans suite la plupart du temps. Donc, c'est au-delà de ça, au-delà du dépôt de plainte. Ensuite, c'est la sanction qui souvent est absente. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes qui frappent par leur violence, mais en même temps une violence très contenue que que vous avez réussi à contenir tout en étant extrêmement sonore. Je ne parlerai pas forcément de cartes cinématographiques. Je trouve que vos mots sont très sonores. Alors je ne sais pas comment vous êtes arrivé à faire ça, mais il y a une espèce de cri en vous, un cri littéraire. Comment vous avez réussi à parler de la violence avec ce point de rupture? Sans la taire, sans taire la violence. Il y a véritablement une sorte de violence parlée, criée, décantée et déclamée. Comment vous avez réussi à faire ça? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument conscient ou au contraire, peut-être que c'est inhérent tout simplement à votre écriture? Merci d'abord. Mais moi, j'écris à voix haute. J'écris à la main. Puis ensuite, quand je tape ce que j'ai écrit à la main, je le murmure ou je le chuchote ou en tout cas, j'ai l'air un peu folle quand je fais ça. Donc, j'attends qu'il n'y ait personne dans la maison. Mais j'ai besoin d'entendre. Puis aussi parce que
je veux écrire en québécois. Je lis beaucoup, tu sais, je lis des vieux auteurs français, je lis des traductions de livres américains, tu sais, je bouffe vraiment énormément de livres dans une année. Et donc, j'ai peur d'être, bon, contaminée, mais bien contaminée par la langue des autres. Donc, le fait de, quand je retranscris mes manuscrits dans l'ordinateur, mais de les parler, de les porter, ça me permet de m'assurer aussi que c'est en québécois, et donc de la manière que moi je m'exprime le plus naturellement du monde. C'est pour ça aussi peut-être que mes phrases sont souvent incomplètes, assurées, avec une ponctuation que j'ai inventée. Mais ça, je l'assume totalement parce que c'est comme ça que ça se passe dans mon cerveau. Donc, j'essaie d'imposer le moins de filtres possible pour que, en fait, puis mes lecteurs me le disent souvent que quand ils me lisent, ils ont l'impression de m'entendre. Puis ça, c'est un compliment. Ça veut dire que j'ai réussi à être la plus authentique possible dans ce que j'ai à raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous variez souvent le degré de la voix. On est souvent soit entre chuchotement, soit entre hurlement. Notamment hurlement lorsque il y a cette scène extrêmement forte où vous balancez les billets à cette voisine pour la dédommager de ces poules tuées par Sequoia. Il y a des scènes extrêmement puissantes au niveau de ce cri du cœur. Et de l'autre côté, vous nous chuchotez à l'oreille. Il y a cette dichotomie, cette complémentarité même entre les deux. Comment vous travaillez ce média, en fait, ce média de voix? Mm. Est-ce que vous dosez? Ça, je pense que ça se fait tout seul. J'ai pas de réponse. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je suis une personne extrêmement intense et en même temps extrêmement douce. Je pense que ça s'entend euh, dans ma voix écrite comme orale. Là. Je suis une personne vraiment bienveillante et en même temps très sauvage. Tout s'explique. OK. Vous faites d'ailleurs une petite référence à Virginia Woolf au milieu du livre où vous parlez, je vous cite, «Je rêve non pas d'une chambre à moi, mais d'une maison toute mienne où vivre ma vie de mère, mais aussi d'artiste et de femme.» Est-ce que vous avez trouvé cette maison à vous? Oui, on est dedans. En fait, mon bureau, j'ai recréé la cabane où j'ai écrit en cabané. Donc, j'ai pris la plus petite pièce de la maison, je l'ai peinte en vert, j'ai mis plein de plantes. Donc, c'est un peu mon bunker intellectuel. Mais le reste de la maison, c'est une maison toute mienne que j'ai retapée, que je retape encore. Euh, et donc, chaque pièce est un espace de création dédié. J'ai une pièce avec mon piano, j'ai une pièce où je peins. Ma fille a une salle de jeu, un atelier de création elle aussi. Donc, merci à mes lecteurs, c'est vous qui me permettez de vivre dans ce grand espace. Je sais que vous avez l'habitude de vivre dans des tout petits habitats en France. Euh, Chez nous, c'est plutôt la démesure à l'américaine. Puis bon, ma maison, elle est toute petite en comparaison à celle de mes voisins. C'est pour ça aussi que j'ai pu me permettre de l'acheter. Mais j'ai voulu que chacune des pièces soit un espace où je peux vraiment m'épanouir. Euh, Ma chambre, qui est un espace érotique, le salon avec le poêle à bois, avec la vue sur le marais protégé, c'est un lieu pour le feu, pour la lecture, où il y a que des livres, puis la pièce juste à côté qui aurait dû être une salle à manger, mais donc comme je suis toute seule avec ma fille et je suis en forêt, j'ai rarement une grande tablée d'invités, alors j'ai décidé de placer le piano tout au centre. Alors oui, c'est une inspiration de Virginia Woolf, mais c'est surtout, je pense, un grand accomplissement de féministe. Et j'avais envie que ma fille, elle voit ça de son vivant. J'avais envie qu'elle sache qu'on peut vivre de son art, on peut avoir une maison. On n'a pas, en fait, parce que la plupart des femmes n'ont pas d'espace dédié dans leur maison. Tu sais, elles ont une chambre à coucher qu'elles partagent avec leur amoureux ou leur amoureuse, mais est-ce qu'elles ont véritablement un lieu qui est dédié pour faire de la création ou du yoga ou se reposer, ou vraiment un espace qui serait totalement à leur image? Je pense que ça prend ça dans l'intime pour qu'on le crée dans le politique aussi. Euh, Je pense que le personnel devient universel. Alors ici, c'est un peu mon laboratoire. Tout cela mériterait un livre. Sandra, c'est à toi.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Amaury. Bon, Je sais pas si je dois vous remercier en fait Gabriel parce que j'ai beaucoup pleuré en fait pour ce texte voilà en lisant votre texte ça a été très bouleversant parce que justement, en fait, je pense comme beaucoup de vos lecteurs, je ne sais pas si vous avez ce genre de retour, mais j'imagine, ben, je me suis forcément identifiée par rapport à mon chien, ma chienne, qui m'accompagne, qui est comme une amie aussi. Pourtant, je suis entourée, hein, je n'ai pas qu'elle. Et je suis très bien entourée au demeurant. Et en fait, voilà, je me demandais si en écrivant sur Sequoia, vous aviez conscience que ça pouvait aussi avoir une certaine résonance pour d'autres personnes, d'autres humains qui voilà, sont accompagnés d'un animal et une telle résonance en fait, parce que vraiment ça a été très fort, en tout cas pour moi, je sais pas pour d'autres, mais ça a été vraiment très fort de prendre conscience en fait aussi en vous lisant de l'importance en fait que nos animaux autour de nous ont au quotidien, voilà, ont dans notre quotidien une importance très très forte finalement. Même si on en est plus ou moins conscient, mais le lire c'est encore autre chose et c'est vraiment puissant, quoi. Et c'est même puissant pour ceux qui n'ont pas d'animaux, ah, comme moi. mais ça me touche énormément d'entendre ça parce que chaque livre a des cadeaux, en fait. Quand j'ai écrit En cabané, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de gens encabanés sur Terre. Donc, il y avait, j'ai reçu après du courrier de lecteurs des gens qui me disaient, mais moi aussi, je vis dans un refuge, moi, je suis dans une montagne, je suis bergère, je suis ermite dans telle région. Puis des jeunes qui faisaient des retours en nature, des gens de tous les âges qui me parlaient de leurs habitats singuliers, de leur militantisme environnemental. Alors, j'ai découvert que on était un collectif. Et maintenant, bon, après la première tournée de Louvre en juillet, je suis allée à la rencontre plutôt d'un lectorat qui aimait les animaux, puis qui avait des histoires de chiens. Il y a des gens qui venaient avec leurs chiens à mes rencontres. Puis, lors de lecture, par exemple, je lisais des extraits du livre, puis les gens se mettaient à pleurer. Et je me rends compte, et ça me fait énormément de bien, de savoir il y a beaucoup, beaucoup d'humains sensibles qui aiment la faune, qui ont envie aussi d'entendre parler d'histoire, même s'ils n'ont pas un animal, mais que ça les touche profondément. Alors pour moi, c'est un cadeau parce que je me sens, on va dire, en reliance, je me sens entourée et ça me rassure pour la suite du monde parce que je pense qu'on a besoin de cette sensibilité-là et de ce rapport à la vie animale, à la vie sauvage pour affronter en fait la crise climatique et tout ce qui s'en vient. Donc pour moi, c'est comme un baume, en fait, sur une grande plaie. Donc j'ai une perte, mais je me rends compte que je suis pas la seule à vivre ce deuil. Je suis pas la seule à avoir, bon, par exemple, j'ai des lecteurs qui m'ont dit, bon, ben alors moi, j'ai vécu ce que tu as vécu, donc une grande perte il y a quelques années. Et après 4 ou 5 ans, j'ai pu adopter un nouveau chien. Alors vraiment, c'est très riche en histoire, puis en connexion humaine. Euh, et moi, quand je relis le texte, parce que parfois je le vois vraiment comme un exercice presque psychanalytique, mais même si je sais la fin de l'histoire, même si c'est moi qui l'ai écrite, qui l'ai vécue, je pleure encore et ça me fait du bien. C'est comme de regarder la blessure bien en face et tranquillement, comme avec toutes nos cicatrices, physiques comme, on va dire, psychiques. Euh, il faut les aimer, ces cicatrices-là. Faut les voir comme des blessures de guerrière. Donc, ce trou-là que j'ai dans le cœur, la place qu'occupait Sequoia, c'est une grande béance, c'est une grande blessure, mais je l'aime parce que c'est une sensibilité qui me permet d'écrire puis de parler d'amour du vivant. Eh bien, c'est le moment de pleurer puisque vous allez nous lire un extrait, Gabriel. Mais avant ça, on va prendre une petite photo de groupe avant que nous pleurions, justement. Voilà. Préparez-vous. 3, 2, 1. Super. Allez, c'est à vous, Gabriel, pour le premier extrait. Hante-moi. C'est impossible comme t'es belle. Ma toute petite coyote grise à moitié chienne. Fille de Friendly.
qui porte si bien son nom, et d'un père aussi sauvage qu'inconnu. Ta mère, une alpha au regard d'ambre embrasé, et d'une lignée qui coursait autrefois sur les banquises du Nunavik. Avant d'arpenter le nord du Québec à fière allure, en tête de file, elle faisait valser fusées, traîneaux et mocheux de bord en bord de l'Alaska. La route jusqu'à toi est aussi boueuse et pleine de caprices qu'au temps de la Nouvelle-France. Il neige à gros flocons sur les sommets, et bientôt le lit de feuilles d'érable et de tremble sera blanc. Je te désire depuis l'enfance, tu le sens? J'attendais le magnifique, l'insolite amour qui me ferait l'effet des séquoias de la Californie, ces arbres géants de plus de 1000 ans. Tu m'apprends comment prendre soin de toi à mesure que j'apprends la vie dans la forêt boréale, la neige, le silence, fendre le bois, tenir tête aux éléments, dormir parmi les craquements de toutes parts, en dedans comme au dehors, domptant mes peurs, une à la fois. La pénombre peuplée d'esprits, les maladresses qui tuent, la glace mince, les bruits de moteurs qui se rapprochent de notre refuge, la bêtise humaine, mourir gelé, te perdre, me perdre. Notre cabane est loin de tout, bancale, un peu ridicule même, mais c'est la nôtre. On y tiendra les automnes, les hivers, les printemps, parce qu'on y dormira comme deux bêtes, qui n'auront d'autre salut que l'une l'autre, que la chaleur d'une amitié vieille comme le monde, par terre, tout près du poêle à bois, qui siffle et chante et tout saute tel ces mâles du chenil, râlant après tant d'années de labeur harnaché. Je m'habille de laine grise, hurle avec toi à la lune, me sens plus libre que jamais, et je ris comme une enfant en te regardant creuser tes tanières dans les congères et t'y blottir royalement. Tu jauges tes nids de neige en faisant 2, 3 tours sur toi-même. Le soir, pareil manège sur notre montagne de couverture. Je suis pauvre, mais je l'oublie depuis que tu es là. J'ai chaud à l'intérieur, ça fond. Merci, Gabriel. Merci infiniment pour cet extrait. Alors, au-delà de ça, il y a beaucoup de filiation dans ce texte-là. Alors, évidemment, avec votre enfant, mais pas que. Évidemment, avec la filiation ascendante, mais c'est aussi la nature qui a ce rôle de transmission. Et ça, c'est intéressant, comment justement vous avez pensé ces relations de mère-fille, de mère-louve, et ensuite de nature qui transmet. Parce qu'il y a beaucoup de... J'ai l'impression que c'est un livre de transmission en réalité, au pluriel, où chacune va, comment dire, interagir avec l'autre. Ouais, c'est une bonne question. Je pense encore que c'est quelque chose qui est très intuitif chez moi, mais quand j'étais toute petite, les moments où je me sentais le mieux, c'était quand j'étais en forêt. Puis ça arrivait toutes les fins de semaine, tous les week-ends, on partait de Montréal avec mes parents et ma petite sœur, puis on avait un chalet à la campagne. Et derrière le chalet, il y avait une érablière, une forêt d'érables anciens, puis je me construisais des petites cabanes. Donc, le samedi matin, la première chose que je me faisais, c'était un petit chocolat chaud ou un thé dans un thermos et je partais avec mon sac à dos en forêt et je passais toute la journée à construire ma cabane, à placer des branches de différents branchages de conifères, puis à nettoyer un peu. Puis là, je m'assoyais à l'intérieur et je lisais, j'écrivais, je dessinais les feuilles qui étaient tombées, les branches, les oiseaux. Et c'était pour moi un lieu de sécurité, de paix, loin du bruit dans la maison, loin des confrontations, loin du danger. Et donc, je pense que, puis bon, en ayant lu beaucoup sur la psychologie humaine et ayant fait une longue thérapie, euh, je pense et je sais que chez moi, en tout cas, la forêt occupe le rôle de la mère bienveillante, hein. Quand je vais mal, quand j'ai une question, je ne vais pas aller vers ma propre mère ni l'appeler, je vais aller marcher en forêt, m'asseoir et attendre. Alors, c'est vraiment, c'est malheureux, mais en fait, euh, c'est un beau cadeau parce que
Je chéris vraiment ce lien-là avec la nature qui m'apprend beaucoup, qui m'apaise, qui me traverse. Dans tous mes livres, je parle de la nature. C'est mon personnage principal dans chaque histoire. Et j'ai la chance d'élever une petite fille aujourd'hui dans un contexte le moins violent possible et de voir que pour elle aussi, la nature occupe ce rôle-là, peut-être moins présent, peut-être moins majoritaire dans sa journée, mais qu'elle est très touchée par toutes ces rencontres animales. J'avais aussi envie de parler de mon rapport à ma chienne d'un point de vue qui serait pas dominant. Parce que on voit souvent les animaux domestiques comme des objets, comme des accessoires dans nos vies, alors que pour moi, c'était vraiment un effet de sœur jumelle, de mentor, de meilleur ami. Et je place nos vies vraiment sur un pied d'égalité. Je pense que si on avait ce rapport-là à la nature qui serait beaucoup plus de l'ordre d'un respect, voire d'une vénération, on n'arriverait pas à la détruire comme on le fait aujourd'hui. On aurait peur. On aurait peur des conséquences. On serait on ferait attention avec cette sagesse des Premières Nations qui réfléchit toujours aux 7 prochaines générations. Comment est-ce que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont impacter les générations futures, pas seulement nos enfants, pas seulement notre lignée, mais les 7 générations de toute la collectivité. Et, et, et ça, je pense que c'est important, puis je trouve ça très, très gentil et ça me touche qu'on parle de transmission parce que c'est quelque chose qui se perd beaucoup chez nous, c'est au Canada comme ailleurs, mais c'est les arts de survie, les comment dire, comment se soigner avec les plantes médicinales qui poussent dehors ici, là. Avant que j'aille vivre en forêt, je ne savais pas que toutes les plantes étaient comestibles au Canada, sauf 4. On se méfie, on se méfie de la flore, on pense qu'on pourrait s'intoxiquer, mais alors qu'on a juste à apprendre les 4 poisons et tout le reste, c'est bon. Très bien, très bien. Alors justement, par rapport aux animaux, pendant longtemps, ils ont été considérés comme des choses de manière juridique. Donc finalement, ça s'explique aussi par la longue tradition. Au Québec, je pense que vous avez été sûrement précurseur par rapport à cela parce que vous avez un lien à l'animal beaucoup plus puissant, et notamment dans les populations autochtones, que dans les sociétés occidentales. Mais j'aimerais qu'on parle des territoires parce que les territoires, au-delà de la nature, c'est un véritable voyage au sein du livre. On part à Fossambeau, à Halifax, à Montréal, à Kamarouska. Ça permet de marquer l'environnement, de marquer un territoire. Comment vous avez voulu organiser ce texte-là à travers chacun de ces territoires? Est-ce que c'était dès le départ? Est-ce que vous avez retravaillé quelque chose, la narration, les territoires dans lesquels vous vouliez aller? Est-ce que c'était totalement dédié aux fois où justement vous vous étiez sauvés mutuellement avec Sequoia? Comment vous avez travaillé la narration et l'organisation du livre aussi? Et est-ce que surtout, est-ce que ça va être une généralité dans les autres livres qui vont suivre? Est-ce que vous allez aussi structurer les choses de la même manière que ce livre-là, avec les autres Merci. autrices? Bonne idée. Amaury, il sourit aussi. C'est une très bonne idée. Euh, pour être honnête, ben, je suis partie du principe du tombeau. Donc, comme c'est une histoire de perte, et bon, j'ai voulu parler de son corps, de sa vie, mais de son corps. Et donc, elle a vécu 12 ans. Donc, j'ai écrit 12 chapitres et je me suis posé la question dans quels étaient les moments forts de notre vie à deux. Euh, Chaque année, on a vécu des choses intenses, mais il fallait choisir, évidemment, parce que je ne pouvais pas tout raconter. Euh, et c'est vraiment par hasard, je me suis rendu compte que, waouh, on avait vraiment beaucoup voyagé ensemble parce que dans mon souvenir, on passait la majeure partie de notre temps à Kamouraska, dans la cabane, dans la forêt, dans ce lieu où on a habité pendant presque 8 ans. Mais on a fait beaucoup de road trips ensemble, beaucoup de grandes randonnées. Elle m'accompagnait aussi sur mes lieux de travail. Quand j'étais travailleuse agricole, j'ai cueilli des pommes en Estrie, j'ai fait les vendanges et donc je choisissais des métiers aussi où ma chienne pouvait m'accompagner. Je suis allée planter des arbres. Donc,
Ça s'est fait naturellement, mais c'était autour du squelette de l'œuvre, donc 12 années. Ça a donné 12 lieux géographiques et j'aime bien nommer les vrais lieux parce que c'est une façon aussi de dire voici des lieux choisis. Voici des endroits magnifiques où j'ai eu la chance de passer du temps. Puis j'ai des lecteurs maintenant qui font des voyages au Québec, puis ils vont à Kamouraska, alors que la plupart des Québécois savent pas trop c'est où. Ils en ont entendu parler parce que c'est un roman d'Anne Hébert, mais euh, pour moi, je trouve ça chouette de dire euh, aller à Fossambeau, aller dans le parc national de la Jacques-Cartier, c'est un lieu extraordinaire. Il y a des compagnies de chiens de traîneau qui sont établies dans cette région-là. Alors, le livre s'ouvre sur Fossambeau, puis ensuite, il y a la Malbaie aussi, qui est dans Charlevoix, dans les montagnes de Charlevoix. La Malbaie qui est exactement en face de Kamouraska. Donc, on a le fleuve Saint-Laurent entre les deux. Donc, quand on est sur la plage à la Malbaie, on voit le clocher de Kamouraska de l'autre côté. Donc, c'est des lieux magnifiques où j'ai eu la chance d'habiter pendant 12 ans avec Séquoia. Très bien, très bien. Vous n'avez pas répondu sur la possibilité qu'il y ait une répétition du schéma narratif. Je trouverais ça très beau en tout cas. Alors c'est vrai que le côté nombre d'années vécues par un animal, mais peut-être que certains animaux ne seront pas décédés non plus, donc ça va être difficile peut-être de partir sur cela, mais je trouve ça très beau en tout cas de mettre la nature au cœur même du système narratif. En tout cas, voilà, c'est une piste, mais je trouve que ce serait un super procédé. Voilà. Euh, D'accord. il y a beaucoup de silence dans le texte. Est-ce que ça joue quasiment un rôle très structurant par rapport au récit? Est-ce que vous concevez l'absence comme une forme d'écriture? Oui, L'absence et le silence. oui, j'écris aussi de la poésie et on me fait remarquer que parce que mes poèmes sont structurés souvent en saisons, hein, les recueils sont structurés en saisons et dans les saisons hivernales, il y a beaucoup moins de mots sur la page, comme s'il y avait une économie de mouvement, une économie de mots, on est dans le repli. Euh, donc, et j'aime beaucoup en fait la façon dont on a travaillé Louvain-Juillet parce c'est aéré, tu sais, il y a de grandes marges. L'histoire, elle est courte, mais elle fait 100 pages, mais je trouve que dans le blanc des pages, on a le temps de respirer parce que c'est assez chargé. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de violence et c'est une histoire très dramatique. Et je voulais pas que ça soit dense, serré, que même la façon dont le texte est mis en page provoque une forme d'angoisse. Je voulais qu'on soit dans la lenteur, le choix de tourner la page et de dévorer un chapitre ou non, mais en tout cas d'avoir le temps de respirer, de digérer ce qui arrive au fil des chapitres. Quand on parle de la violence au cœur du livre, vous avez vraiment dosé tout ce que vous avez écrit. On a l'impression que les phrases ont été repensées, retravaillées, que est extrêmement bien défini. Est-ce que vous avez filtré vos émotions, vos souvenirs, votre mémoire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas dans le livre que vous ne pouviez pas mettre par pudeur, par omission de la mémoire notamment? Comment vous avez travaillé cette matière extrêmement difficile à cerner, à condenser qu'est la mémoire? Non, c'est une grande question. Je pense que ben, je fais un très grand travail sur moi-même en parallèle de comment dire, de mon métier d'écrivaine, ma mission artistique. J'ai pas envie de faire l'étalage de tout ce qui m'est arrivé, mais en même temps, je m'en sers comme matière première pour construire mes histoires. J'ai pas le choix de partir de quelque chose qui est très intime, mais comme j'ai ce souci-là de vouloir le rendre universel, je vais pas dans les détails. Tu sais, j'aime aussi, puis ça, j'ai eu la grande chance de suivre une formation avec l'écrivaine canadienne Margaret Atwood. Et elle me parlait du pouvoir des objets, des couleurs, des vêtements, comment ça peut évoquer, ça peut dire beaucoup plus que ce qu'on pourrait raconter en détail. Et donc, je pense notamment à la scène dans Louvre en juillet où je raconte cette époque où j'habitais dans une auberge à la Malbaie, entourée de mâles problématiques, on va dire ça comme ça. Et je tenais le bar le soir jusqu'à très tard dans la nuit.
Et j'étais entourée d'hommes en état d'ébriété qui tardaient à quitter les lieux. Puis mais j'avais peur. Et en même temps, j'étais dans mon auberge, dans mon lieu de travail. J'avais ma chienne Lou, j'avais des collègues. C'était une peur un peu irrationnelle, fondée, mais surtout fondée sur un passé de violence. Est-ce que la menace était réelle? Je sais pas. Mais tout ça, tout ce que je viens de dire là, je l'ai résumé par sa façon dont, et là je parle à la troisième personne, mais évidemment c'est moi le personnage principal, la façon dont le couteau qui sert à couper les agrumes lui apporte un sentiment de sécurité, qu'elle le garde dans son tablier, que je le garde dans mon tablier où je range mes pourboires, que ce couteau-là me suit toujours. Et donc je pense qu'il y a la force d'évocation dans l'objet. C'est pas, j'avais pas besoin d'aller vraiment en profondeur en disant toutes les phrases, tous les moments, les regards qui me mettaient dans un état où je me sentais comme une proie en permanence. Non, j'avais un petit couteau à citron qui était très aiguisé et que je serrais très fort dans ma main parfois. J'ai jamais eu à utiliser, mais voilà. Donc, les objets, les couleurs, les vocations. Votre travail d'écoféministe transparaît dans tous vos livres, c'est évident. Est-ce que Louvain Juillet, comment vous avez pensé en réalité? Est-ce que vous avez mis un mot sur ce texte? Est-ce que c'est un manifeste? Est-ce que c'est une méditation personnelle sur les corps, sur les écosystèmes? Est-ce que c'est un cri? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un récit? Est-ce que vous mettez un mot sur ce texte-là? J'ai l'impression qu'il est au confluent de beaucoup de choses, de beaucoup de thématiques, de beaucoup de cheminements intérieurs. Est-ce qu'il faut mettre un mot sur ce texte-là aussi? Du coup, je contredis ma propre question. Et je pense qu'il n'en faut pas, mais j'aimerais avoir votre avis. Comment vous l'avez pensé? Comment vous l'avez réfléchi? Euh, je dirais, le mot qui me vient, c'est sanglot. Tu sais, quand on sanglote, il y a une forme d'allaitement, on allaite, on manque d'air, on pleure, on est laide, on est crispé. Ce qui sort, c'est tellement vrai, puis en même temps, souvent, on a le réflexe de se cacher. Hein, quand on pleure, on se met les mains comme ça devant le visage, on se tient la bouche parce que le menton tremble. Il y a une forme de laideur dans ce qu'on vit, dans ce qui sort, puis en même temps, il y a un besoin d'air. Quand j'ai écrit le texte, j'étais très, très laide à voir. Mes pages étaient toutes mouillées, ils étaient pleines de terre. C'était un moment vraiment traumatique pour moi. Puis en même temps, c'est un moment de guérison immense. Puis de le retravailler comme ça en douceur. Je le vois comme un sanglot, puis en même temps, maintenant, c'est comme une plainte, une plainte un peu comme, je dis ça, puis cette nuit, j'ai été réveillée par un loup qui hurlait dans la montagne juste derrière, comme un petit son euh, qui est triste, puis en même temps tellement lumineux. Très bien. Et puis dans ce texte-là, vous faites preuve d'une immense humanité aussi. Vous pardonnez beaucoup, même, alors vous pardonnez, vous allez vers les autres en tout cas, vous allez vers de l'altérité. Euh, il y a un désir qui est souvent ambivalent, parfois salvateur, parfois source de danger. Comment vous avez voulu garder justement cette ambiguïté sans la trahir et sans juger? Je trouve que vous ne jugez personne, et au sens grand du terme, vraiment personne, que ce soit de manière animale ou de manière humaine, vous ne jugez personne. Comment on garde cette distance, cette dignité? Voilà, c'est le mot que je cherchais, cette dignité. Je sais pas d'où ça me vient. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à vivre ma colère. Je sais pas si j'ai vraiment de la colère, mais quand j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie, j'ai plutôt eu le réflexe de prendre l'autre dans mes bras plutôt que de lui crier dessus ou de vouloir le poursuivre en justice. Je tends toujours vers l'apaisement. Et après, j'ai lu un essai fabuleux qui s'appelle La puissance de la douceur d'Anne Formentel, qui est une philosophe psychanalyste française. Je vous la recommande vraiment. Vous devez lire tout ce qu'elle a écrit, ça nous transforme vraiment. Mais entre autres, la puissance de la douceur, il y a aussi la femme et le sacrifice. C'est c'est des écrits essentiels.
Et je me suis sentie comme ça quand, notamment, je raconte dans le livre que j'ai survécu à un accident de voiture où j'ai été percutée, ma fille et moi, ma chienne était à bord aussi, par un homme qui était endormi au volant. Alors comment moi est-ce que je peux en vouloir à un homme qui dort au volant? Peu importe pour les raisons pour lesquelles il était fatigué puis a pris le volant ce matin-là. Je peux pas lui en vouloir d'avoir détruit ma voiture, de m'avoir blessée, d'avoir subi une commotion cérébrale. Euh, Est-ce que c'est vraiment sa faute? Est-ce qu'il mérite ma colère? Est-ce qu'il mérite des représailles? Je pense pas. Et instinctivement, ce qui est arrivé, on est tous les deux sortis de nos véhicules, puis on s'est pris dans les bras, puis on tremblait ensemble, puis on pleurait presque. Puis lui, il était ému parce qu'il se sentait tellement mal d'avoir percuté une maman avec sa fille et sa chienne un matin comme ça, un beau matin. Euh, il était ému de voir que je n'allais pas lui crier dessus. Donc, et sa voiture était même pas assurée. Bref, il était dans l'illégalité totale, il était dans le tort. Euh, mais je pense aussi que ce réflexe-là, il est sain dans une société où il y a une surenchère de la violence. On, on- des vengeances, des petites vengeances. Comment est-ce qu'on fait pour apaiser ces colères-là dans nos sociétés? C'est aussi en partant de nos propres réactions. Nos propres réactions parlent de nos blessures antérieures. Puis comme on est entre nous, on va dire qu'on est en famille, mais moi, je fais un grand travail sur les blessures de mon passé. J'en parle ouvertement, mais je pense que c'est le devoir de l'artiste aussi de nommer les choses. Euh, d'oser cette mise à nu-là qui peut être positive pour ceux qui vivent des choses similaires ou qui nous écoutent. Mais alors, moi, je ne veux pas devenir une personne violente. Je ne veux pas non plus me venger. Puis quand ma chienne a été tuée, c'est la même réaction exactement que j'ai eue face à la personne fautive, c'était de la prendre dans mes bras parce que c'était un accident. Et ça, je pense que c'est important de dompter nos réactions si on veut rester euh, pacifique. Et on a un siècle, hein, on a 100 ans pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un devoir individuel, ça. Et si on veut que nos pays soient moins en guerre, que nos enfants soient plus épanouis, c'est partout en même temps. Il faut commencer par nos propres réactions qui partent de nos propres, qui parlent et qui partent de nos propres traumas. Et en effet, la dignité, c'est le mot juste, clairement, après ce que vous venez de dire. Euh, Vous écrivez souvent à propos de la résistance face à une société qui enferme. Euh, En quoi, justement, l'errance, la marginalité sont dans ce roman et finalement dans toute votre œuvre des formes de politique quotidienne. Et je dis le mot politique, souvent je le répète, au sens strict et noble du terme. Euh, c'est un ouvrage très engagé aussi, au-delà de cet amour inconditionnel pour Sequoia. Il y a eu un engagement sur différentes choses. Ça me fait beaucoup penser à la collection de poésie chez Des Paysages aussi, avec toujours des petites pointes dans chaque ouvrage qui permettent aussi d'avoir un regard poétique et politique. Je pense notamment à Maya Cousino-Mollène, Natacha Canapé-Fontaine notamment. Et justement, par rapport à cette résistance, à cette marginalité, comment vous vous engagez politiquement, même si le mot peut être gros mot parfois, mais l'errance et la marginalité, comment vous voyez ces deux notions? Ben moi, je suis une fidèle d'Henri David Thoreau. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un naturaliste américain là, qui a écrit Walden, entre autres, puis il y a aussi un traité sur la désobéissance civile qu'il faut lire, une petite plaquette, mais qui est vraiment à la base du militantisme non violent. Et je pense que son expérience à lui, même si c'est un homme, même si c'est un homme qui a vécu il y a 2 siècles, euh, m'a en fait, j'ai lu ces textes quand j'étais très jeune et ça m'a forgé parce que je voyais son idéal, on va dire, de vie d'ermite, d'une certaine forme d'ascèse, de vie frugale. Puis en même temps, ben, il retournait dans sa communauté, il allait manger avec sa famille, puis il donnait des conférences dans différentes villes. Donc il y avait
une double vie, un peu comme je fais aujourd'hui. Oui, je suis en forêt, oui, je fais des grandes marches en nature, euh, j'écris, c'est très individuel, mais ensuite je vais dans le monde, ensuite je fais des tournées sur d'autres continents, je rencontre des gens et l'un nourrit l'autre et c'est essentiel. Euh, Moi, je ne pourrais pas faire de l'art qui n'est pas engagé. Donc, je parle du Canada, je parle des forêts ici qui sont en train d'être détruites ou les milieux humides qu'on détruit pour construire des parcs des batteries de véhicules électriques. Et on vit toutes sortes de problématiques du fait d'être encore une colonie de ressources. Donc, je parle de l'intime, je parle de moi, mais aussi de mon peuple, de mon pays. Mais je pense que ça se transpose dans une grande démarche écoféministe. C'est un rapport à la nature qu'on doit changer, un rapport à l'autre aussi. Puis, je pense même que le mot écologie, ça veut dire amour. C'est comment est-ce qu'on étudie la nature, comment est-ce qu'on vit au plus près d'elle pour mieux l'aimer, mieux en prendre soin, mieux la défendre. Est-ce que vous avez une sorte de rituel d'écrivain? Est-ce que quelque chose se répète constamment quand vous choisissez un sujet, quand vous choisissez une thématique? Qu'est-ce qui déclenche le premier geste? C'est une blessure. Dans mon cas, c'est une souffrance. Ça part d'un lieu de souffrance que j'ai besoin de sublimer. Il y a la vieille image de changer le plomb en or. Moi, j'ai besoin de transformer l'horreur en quelque chose de beau. D'abord pour moi, mais je me rends compte que ça fait boule de neige ou ça fait l'effet d'une onde quand on lance une pierre sur un lac puis il y a une onde. Alors, mon témoignage fait du bien à d'autres humains. Et donc ça me fait beaucoup de bien de savoir que je ne suis pas seule et je fais pas ça euh, de manière non plus, comment dire, professionnelle. Ce n'est pas un travail, c'est vraiment une vocation, un amour du vivant, un amour des humains. Puis j'en oublie la question. C'était votre rituel. Mon rituel, ben, ça part d'une souffrance, mais aussi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je marche beaucoup. Puis je pense que j'écris surtout le matin ou je lis le matin. En tout cas, c'est un moment privilégié dans mon œuvre. C'est euh, se réveiller puis être encore très habité par les rêves qu'on a fait la nuit ou en tout cas cette lenteur-là, de ne pas être allé encore dans le monde. Il y a des matins où je vais reconduire ma fille à l'école à 30 minutes d'ici, parce que j'ai quand même fait le compromis de vivre en forêt, mais je voulais que mon enfant puisse être scolarisé aussi. Et donc, quand je suis sur la route, puis là, je côtoie plein de véhicules, puis parfois j'écoute la radio, ben, au retour, j'ai beaucoup de difficultés à écrire parce que là, je suis habitée par toutes les histoires que j'ai entendues, l'actualité. Malheureusement, souvent, j'ai déjà ouvert ma boîte de mails, de courriels, donc j'ai perdu en fait ce senti de qu'est-ce qui m'habitait au moment du réveil. Donc, le matin. C'est meilleur le matin. Euh, que vous ont appris justement vos précédents livres, en cabané, bivouac notamment, est-ce que ça permet, vous parlez d'une blessure, est-ce que justement au fil des textes, est-ce que les blessures s'en vont? Est-ce que les blessures continuent d'exister encore plus fermement parce que vous en parlez en tournée littéraire, en rencontre? Comment la blessure justement évolue au fil de la promotion du livre, au fil de votre œuvre, au fil de votre vie? Comment vous voyez les choses à travers. Déjà, vous avez déjà une belle œuvre déjà derrière vous. Pour le coup, il y a déjà un certain nombre de livres qui sont déjà sortis et qui ont eu beaucoup de succès. Justement, comment vous envisagez aussi l'avenir et la construction d'une œuvre encore plus grande? Une très grande question. Ben, c'est certain que la blessure initiale, c'était aussi une grande solitude. Hein. C'est pas pour rien que je suis allée vivre toute seule pendant des années en forêt. C'est que j'avais l'impression il y avait personne à Montréal, personne dans ma famille, personne dans mes classes, au collège, à l'université, avec qui je pouvais vraiment me sentir en amitié ou en partage de valeurs. Et
en publiant des textes, petit à petit, ça m'a amené bon, à voyager, à aller dans des écoles, à aller dans des librairies. Puis à chaque fois, je rencontre des humains qui deviennent des amis, qui deviennent des correspondants, qui deviennent des collègues. Et maintenant, je, je la conçois comme ça. Là. Ma communauté, c'est vraiment une famille de lecteurs. C'est des gens euh, que j'aime et qui m'aiment et qui me soutiennent et grâce à qui j'ai une maison, grâce à qui je peux manger, créer sans être stressée par des, par l'argent, on va le dire. Alors, c'est très puissant. Je me sens portée. Moi qui étais une ermite cachée dans le fin fond du bois au Canada avec une certitude que j'étais un mouton noir absolu, ben, j'ai rencontré tellement de moutons noirs que je me sens vraiment dans un mouvement. Euh, et oui, ça me fait sourire, ça m'émeut. Puis quand j'écris aujourd'hui, même si je suis toute seule dans mon bureau vert, ben, je le sais que mes textes vont être lus par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans une douzaine de pays. Et ça, ça donne un sentiment vraiment de faire de la haute sorcellerie. J'ai l'impression de m'amuser avec la langue, avec mes histoires, à mettre de la beauté dans le monde. Puis c'est vraiment magique comme processus de passer de la certitude d'être seul à vraiment cette grande, grande, grande famille de lecteurs. Est-ce que justement le rôle de nouveau d'éditrice va vous faire écrire moins de livres? C'est la question qu'on se pose aussi. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet d'écriture? Est-ce qu'au contraire, pour l'instant, c'est le rôle d'éditrice qui prend le dessus? Parce qu'évidemment, il va falloir trouver des textes, même si on imagine qu'au Québec et sur les auteurs et autrices québécoises, il y a matière, clairement. Mais comment vous envisagez aussi l'écriture au quotidien avec cette nouvelle casquette? Oui, ben alors je pense que moi j'ai plutôt le défi inverse. En ce moment, j'ai à peu près entre 23 et 26 livres dans ma tête. J'en ai trois qui sont déjà tout écrits et qui sortent dans les prochains mois au Québec, en France. Euh, alors non, inquiétez-vous pas, il y a d'autres livres qui vont venir. Puis ce qui est très chouette et la raison aussi pour laquelle j'ai accepté ce fabuleux mandat avec Amoury et les éditions des paysages, c'est que la collection animale, bon, c'est moi qui tiens les rênes, donc c'est moi qui décide un peu du rythme. Et j'ai dit qu'on allait faire une littérature lente, tu sais, bien faite, mais humaine. Puis les textes prennent le temps dont ils ont besoin pour naître, vraiment. Je veux les accompagner à leur juste valeur. Mais c'est aussi des formes brèves. Donc, ce sont de courts manuscrits, ce qui me permet de ne pas me sentir submergée de travail. Pour l'instant, je me sens un peu submergée de manuscrits, mais c'est un beau problème. Puis c'est même la preuve que, il y a beaucoup de femmes qui écrivent et qui ont des histoires à dire et qui attendaient d'avoir en bon français un safe space, un endroit propice où elles se sentent en sécurité pour parler. Très Et bien. puis je peux quand même un peu assurer si jamais il y a un souci, je suis là, je serai la roue de secours, il n'y a pas de problème, je pourrais lire, éventuellement lui dire, jette un œil sur ce manuscrit, il vaut le coup, pas. Voilà, ça aide aussi. Par contre, juste Anthony, pour te reprendre, la collection a vocation à accueillir toutes les littératures francophones, mais également littératures étrangères à traduire. Gabrielle est aussi traductrice, en plus, ça peut évidemment beaucoup aider. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aucune frontière, des plumes expérimentées comme des débutantes. Mais c'est vrai que c'est pas qu'on attend toujours la pépite, c'est que c'est des choses qui prendront nécessairement du temps, y compris chez des plumes expérimentées qui ont dans leur vision des choses. Et il faudra quand même essayer de rentrer dans cette idée de collection. C'est-à-dire que c'est quand même l'animal qui prime, euh, l'idée de la forme brève. Pourquoi pas, tu as dit, avec une structure qu'on peut essayer de répéter, mais pas forcément. Là encore, c'est même dit un jour que à terme, au bout de quelques ouvrages, on pourrait même peut-être faire aussi de la poésie, des choses finalement aussi parfois peut-être de l'ordre de l'essai. Pourquoi pas? En fait, on s'interdit rien, mais on prendra le temps de le faire. Très bien. Tu fais bien de préciser qu'en effet, il n'y a donc pas que des auteurs enfin pas que des autrices, pardon, parce que là pour le coup, ce ne sont que des autrices québécoises. Il y a potentiellement d'autres auteurs
autrices, je le répète deux fois, qui seront donc dans la collection. Super. Alors, j'ai deux questions que je pose de manière récurrente aux auteurs et autrices qui passent ici. La première, c'est celle de l'auteur méconnu du grand public que vous aimeriez conseiller ce soir pour faire parler le fond d'un catalogue, pour faire parler des textes qui sont peut-être oubliés ou un auteur, une autrice oubliée. Qui avez-vous choisi, Gabriel? Oui, ben alors elle s'appelle Muriel Wiley Blanchett. J'ai ici l'édition en anglais. Je vous parle de ce livre-là parce que c'est l'histoire d'une exploratrice, d'une navigatrice. C'est une femme qui a grandi en Colombie-Britannique, donc au Canada, mais du côté vraiment de l'océan Pacifique. Alors, elle, malheureusement, elle a perdu son mari assez tôt dans leur relation. Il y avait eu le temps quand même de faire 4 ou 5 enfants. Mais donc, elle se retrouve veuve avec 5 enfants en bas âge, à nourrir, à loger, à éduquer. Ça se passe il y a à peu près un siècle. Et donc, c'est un récit autobiographique. Et elle décide de prendre le bateau de son mari, parce que bon, il s'est noyé, on n'a jamais retrouvé son corps, euh, et de partir à explorer toutes les baies et les îles au large de Vancouver, de Victoria. Et donc, elle dessine des cartes et elle nous raconte sa vie pendant plusieurs étés. Euh, ce texte-là a été traduit en français tout récemment par les éditions Boréal, par un grand auteur de chez nous qui s'appelle Louis Hamelin. Ça s'appelle Les Étés de l'ours. Et j'ai choisi de vous parler de ce texte-là parce qu'il va bientôt paraître en France. Donc, c'est le seul roman, c'est le seul texte que Muriel Wiley Blanchett a laissé. Elle est même décédée en terminant son manuscrit. On l'a retrouvé sur sa machine à écrire. Donc, c'est vraiment son legs. Et j'ai trouvé ça fabuleux de suivre une femme navigatrice qui, euh, pour survivre financièrement, finalement, met toute sa marmaille, toute sa famille sur le bateau, le chien y compris. Et pendant ce temps-là, elle loue la maison familiale à des familles riches américaines qui viennent séjourner comme ça, profiter de la maison. Et l'hiver, elle rentre avec ses enfants, puis elle fait l'école à la maison. Et donc, c'est un récit très atypique d'une femme, d'une mère de famille qui a trouvé une façon de composer avec la mort, la perte d'un grand amour, puis aussi de se réapproprier un lieu traumatique. C'est ce que je trouve très beau. Quand ton mari meurt en mer et que tu décides d'aller habiter sur le bateau, je trouve que c'est une grande marque de courage. Et donc, ça va paraître aux éditions Paulsen en 2026. Donc, je rappelle le titre, Les Étés de l'ours, Muriel Wiley Blanchett. Et j'ai eu le bonheur de signer la préface. Donc, j'ai lu la version originale en anglais, j'ai lu sa traduction en français et j'accompagne donc ce texte pour sa parution en France. Pour moi, on m'a approché pour écrire la préface, mais j'étais vraiment immensément reconnaissante qu'on me fasse découvrir cette histoire méconnue. Vraiment, et c'est un texte féministe et en même temps de navigation. Une femme qui apprend à démonter un moteur et qui euh, met tous les enfants sur la plage et il y a un cougar qui arrive et elle peut pas retourner il y a des scènes là-dedans vraiment extraordinaires de faire des ascensions de montagne pour aller cueillir des baies, puis il y a un glissement de terrain, puis tous les enfants sont accrochés à la même racine. Elle est fabuleuse, puis en même temps, elle n'a pas froid aux yeux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la scène où justement elle démonte le moteur, puis après, elle le réassemble, puis elle est vraiment certaine qu'ils sont fichus, ils sont super loin, ils seront pas capables de s'en sortir, puis elle décide de faire une formule magique inventée. Et là, elle lance le moteur, puis pouf, il vrombit, puis les enfants crient de joie, puis viennent la rejoindre à la nage sur le bateau. Quelle femme, Muriel Wiley Blanchett. Très bien, en effet, ça ira parfaitement chez Paulsen, clairement. La deuxième question, c'est celle de se transposer, d'échanger sa place avec un personnage de fiction. Alors, ça peut être aussi un animal, hein, bien entendu, pendant une journée. Qui avez-vous choisi et est-ce que vous changeriez sa destinée?
Alors, je pense que je vais vous surprendre parce que j'ai choisi le roman de Cormac McCarthy, The Road, La Route. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez vu peut-être l'adaptation au cinéma. C'est essentiellement une histoire de fin du monde où il y a probablement un volcan qui est entré en éruption, puis en tout cas, il y a un nuage de cendres permanent qui obscurcit le ciel, puis qui fait que tout le monde tousse. Puis on découvre une petite famille, un père et son fils qui deviennent errants, puis qui leur objectif, c'est de gagner la côte. Ils sont à pied, puis ils rencontrent des cannibales, hein, des gens qui survivent en mangeant des humains parce qu'il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de flore, il y a vraiment ce nuage de cendres omniprésent et c'est très, très glauque. Ce roman-là a été adapté en bande dessinée par, je ne sais pas si vous connaissez Manu Larsenet. Je vous, Moi qui ai adoré le roman puis qui aime le lire parfois en forêt juste pour me faire peur dans le temps de l'automne, j'ai adoré l'adaptation en BD et ça m'amène à répondre à la question de quel personnage j'aimerais incarner. En fait, j'aimerais tricher un peu puis incarner le personnage de l'océan parce que le père et le fils, tout du long, ils sont dans un environnement hyper anxiogène, comme peut l'être notre monde actuel avec toutes les guerres, avec la crise climatique. On peut vraiment, on peut le lire à plein de niveaux. Ils gravitent, en fait, ils évoluent dans un univers qui est voué à s'éteindre. Et pourtant, le petit garçon, il pose toujours la même question à son père en anglais, parce que j'ai lu en anglais, Are we still carrying the fire? Est-ce qu'on a encore le feu? Il parle pas des briquets, il parle pas des allumettes, il dit, est-ce qu'on est encore des humains? Est-ce qu'on est encore du côté des bons? Est-ce qu'on a encore de l'espoir de s'en sortir? Et le père, lui, sa façon d'affronter tout ça, c'est de marcher vers l'océan avec lui. Il tousse, il est malade, il sait qu'il réussira probablement pas à le protéger, mais il l'accompagne comme ça. Et l'océan, c'est le but ultime du livre ou de l'œuvre, cette espèce d'espoir un peu fou qu'on va arriver à s'en sortir, on va arriver dans un lieu où tout est possible encore. Puis malheureusement, dans le livre, bon, ça se termine sur un océan qui est aussi gris que le reste du continent, qui est aussi dangereux, qui est pas, on voit pas des baleines sauter, puis il n'y a pas de fruits dans les arbres. Et donc, j'aimerais, moi, incarner le personnage final de l'océan et offrir à cette petite famille-là un espoir, parce que moi, je crois vraiment que la nature se régénère. Je pense que si aujourd'hui, on vit dans une grande éco-anxiété, c'est parce qu'on analyse vraiment les phénomènes euh, à la hauteur de notre espérance de vie à nous en tant qu'humains. Puis si on se mettait dans la peau ou dans l'écorce des arbres qui ont des vies centenaires, millénaires, mais on verrait ces grands cycles-là comme des cycles de régénération. Donc, les cendres dans le ciel, elles finissent par retomber. Les brûlis deviennent des grandes prairies de fleurs. Euh, c'est pas une finalité ce qui nous arrive, c'est une étape d'un processus qui est tellement long. Comme les révolutions prennent souvent de très grandes périodes à advenir, il faut juste se mettre en marche, comme le père et le fils dans La Route de Cormac McCarthy. Il faut croire que plus loin, il va y avoir un lieu, il va y avoir une rencontre qui va être salvatrice. Je vais donc devoir changer ma question. C'est une première de maintenant de prendre possession de l'océan. Beaucoup de pays ont voulu prendre possession des océans. Bah, cette fois, c'est Gabriel Fitoshiba, et tant mieux. Ce sera moins dangereux, ça c'est sûr. Il y a deux questions, celle de Julie qui demande si on retrouvera Raphaël dans un autre roman. Et la deuxième, celle de Céline, qui connaît apparemment bien votre vie. Où en êtes-vous de la protection de la forêt, les parcelles que vous achetez au fur et à mesure grâce à vos droits d'auteur? Alors, première question, ben, Raphaël, pour l'instant, je ne vais pas imaginer une nouvelle intrigue, mais on travaille présentement sur l'adaptation en film. Et ça va sortir d'abord en France. Donc, c'est une maison de production française qui a acquis les droits de Sauvagine. Donc, Raphaël va jouer le rôle principal. Et quand on dit adaptation, ben, ça amène parfois à changer l'histoire légèrement. Peut-être même si le film fonctionne bien, il pourrait avoir une suite. Et évidemment, moi, je participe de très près à l'écriture du scénario et au choix artistiques. Donc, Raphaël
n'est pas morte encore. Euh, et pour l'autre question, j'ai oublié déjà, pardon. C'était pour la protection des forêts, Ah des oui. parcelles. Alors, ben, pour l'instant, je suis sans terre, donc j'ai une petite. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu différents projets de protection. Mon but, c'est pas d'accumuler des hectares et des hectares de forêt, c'est vraiment de mettre la main rapidement sur des forêts qui seraient vulnérables ou des milieux humides, des marécages, peu importe. En fait, le but, c'est de freiner des projets de développement qui seraient destructeurs. À petite comme à grande échelle, parfois, il faut juste avoir occuper un petit espace qui est névralgique pour la compagnie, hein, comme un bord de route. Donc, en ce moment, je suis en mode recherche de terrain. Justement, tout à l'heure, je marchais pas très loin d'ici, puis j'ai découvert un secteur qui est très intéressant. Ce que je veux faire ultimement, c'est oui, acheter encore des hectares, mais je m'intéresse beaucoup au marécage maintenant. Tu sais, je pense que c'est des lieux qui sont mal aimés et qui sont souvent détruits parce qu'on on voit pas leur valeur écologique alors que ce sont vraiment des pouponnières, ce sont pas seulement des refuges, mais c'est là où tous les poissons, les oiseaux se reproduisent. Euh, voilà, donc bientôt un nouveau projet de conservation, mais pour l'instant, je suis sans terre. Et ben, grâce à Louvre en juillet notamment, puis au grand succès de la collection, j'ai l'ambition d'acquérir bientôt quelques hectares. Très bien. D'ailleurs, à la fin, il y a un dessin de Séquoia. J'imagine que vous en êtes l'autrice, puisqu'il n'y a pas d'autre nom d'autrice sur le dessin. Et Tout à l'heure, vous parliez de dessiner. c'est deux amis à moi qui ont dessiné Ah, Sequoia, une qui a tracé à l'encre, l'autre qui a fait l'aquarelle autour. Euh, mais je dessine aussi. Mais bon, je n'aurais pas réussi à rendre son regard. Vraiment, c'est son regard qui était très réussi. J'ai dit, ah, elle est là. Euh, Et on a fait attention à donner leur nom dans l'ours. On est au tout départ du livre. C'est indiqué dans l'ours, tu sais, là où il y a tous les éléments, en fait. Qui est-ce qui a composé le livre, tout ça. Et on les a cités. très C'est la bien. moindre des choses, quand même, vu le dessin. Très bien. Fermer ce livre n'est pas un geste neutre, c'est réapprendre à respirer un autre air. Que restera-t-il de ces pages? Des images, des odeurs, des traces d'hiver et de sel. Peut-être une louve qui traverse nos rêves et qui nous force à reconsidérer nos fidélités. Peut-être la sensation aiguë d'avoir été témoin d'un déploiement intérieur. Peut-être l'idée qu'un territoire peut contenir autant d'histoires qu'un cœur. Je voudrais croire que ce livre nous invite à une attention prolongée, une façon de regarder lente et respectueuse, qu'il nous rende sensibles aux frôlements, ceux qui sauvent, pardon, et ceux qui brisent, qu'il nous rappelle que l'écriture peut être une main qui raccommode plutôt qu'un poing qui frappe, que l'on peut être à la fois sauvage et profondément humain, que la jeunesse n'est pas seulement un âge, mais une faculté de résistance, que le lien aux animaux nous donne une mesure de nos manques et de nos excès, que la langue, quand elle est travaillée avec soin, contient et libère en même temps, que les marges de la société sont parfois des lieux d'invention et de poésie, que relire, relancer, revenir sur des phrases est un acte d'amour, que ce livre, comme un chant d'été, nous accompagne quand le monde brûle et quand il guérit. Et si la louve nous regarde encore, c'est pour nous demander ce que nous ferons de notre liberté. Alors merci Gabriel d'avoir prêté vos silences à nos voix. Merci infiniment, Gabriel, et on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure d'éditrice avec Louve en juillet aux éditions des Paysages. On aime tant. Merci, j'ai des frissons, puis j'ai des petites larmes. Je vous aime tous et toutes. Merci d'avoir été là. Merci pour vos sourires, vos regards, vos questions, vos cœurs pendant la conversation. C'est un très, très beau moment pour moi. Puis j'ai hâte de vous retrouver en France. Là, je reste au Québec pour tout l'hiver parce que je dois écrire, j'ai des choses à dire encore, j'ai des manuscrits à lire, mais j'ai hâte de vous retrouver en chair et en os. On a hâte aussi, Gabriel et Amaury. Merci à tous les deux. Très belle Merci. soirée à vous. Au revoir tout le Dormez, monde. soyez heureux. Au revoir tout le monde.